I'm just gonna hurt you. Really, really bad. Aussi étonnant que cela puisse paraître, puisque l'on ne passe jamais à côté des sorties Marvel et DC Comics sur la chaîne, c'est la première fois que l'on va parler du DCEU ou du World of DC. Alors j'ai des avis assez tranchés sur tous les films, beaucoup de choses à dire, et on en reparlera certainement un jour. Mais pour vous donner un petit avant-goût, ça c'était pas mal, c'était naze, c'était archi naze, c'était bien, ça n'aurait jamais dû sortir, et ah mince, je reviens sur ça, mais c'était très bien dans sa version longue, et toute ma haine envers Warner a débuté ici. Aquaman débarque donc en cette fin d'année, avec la lourde tâche de relancer l'intérêt populaire autour de cet univers d'ici, assez bancal, on ne va pas se mentir. On reste quand même sur Justice League, qui au lieu d'être en quelque sorte le premier apogée de l'univers, a été un ratage total. Mais encore une fois, Warner ne baisse pas les bras, ne souhaite pas reboot son univers, et vous savez quoi? Eh bah pourquoi pas? Et ouais, petite surprise. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une critique d'Aquaman, film très attendu en cette fin d'année. Et comme je vous le disais, qui se doit de relancer DC Comics au cinéma, qui sait plus que tirer une balle dans le pied. En plus de ça, on aura la chance de recevoir un autre vidéaste YouTube qui s'appelle Hardisk, que vous devez certainement déjà connaître, et qui me rejoindra pour parler de certains effets numériques du film. Il faut savoir aussi qu'une vidéo complémentaire sortira sur sa chaîne, et on va sortir ces deux vidéos en même temps. Il est juste à côté de moi, il va vous dire bonjour d'ailleurs. C'est faux. Cet homme vit dans le mensonge. Aquaman est réalisé par James Wan, réalisateur entre autres des Conjuring et de Fast and Furious 7. Le film met en scène Jason Momoa dans le rôle d'Arthur Curry, ainsi que d'autres acteurs de renom dans des seconds rôles. Le film raconte l'histoire d'Arthur, qui malgré lui va devoir unir deux mondes qui les opposent, la Terre et la mer. Destiné à devenir le roi d'Atlantis, celui-ci va devenir bien plus que ça, un super-héros nommé Aquaman. Et j'ai pas mal de choses à dire, donc on va essayer de condenser le tout. Déjà c'est un bon film, pas exceptionnel, mais c'est un bon film. Pour ceux qui me suivaient avant cette vidéo, vous savez que j'ai l'habitude de prendre des notes durant les films, et là c'est la première fois que j'entamais une quatrième page. Une quatrième page durant le visionnage du film. Et je précise aussi qu'à un moment dans la vidéo, il y aura une petite partie spoiler pour revenir sur 2-3 trucs. Et on va commencer de suite parce que j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Alors on va commencer à parler des personnages et de l'histoire. Déjà on a cette impression qui n'est pas totalement infondée, mais oui, DC et Warner ont l'air de s'écarter un petit peu de leur ambition de vouloir créer un univers méta comme le MCU, parce que oui, ce film Aquaman tient debout tout seul et se suffit à lui-même. On a une phrase où le personnage de Mera nous fait comprendre que l'intrigue d'Aquaman se passe après Justice League, en nous disant qu'Aquaman avait déjà combattu contre Steppenwolf, mais vraiment sans cette phrase, je pense que je me serais demandé pendant un moment s'il s'agissait d'un préquel à Justice League ou d'une suite, tant le film tient debout tout seul. Et même durant cette scène, c'est un peu bizarre parce qu'on a Arthur qui va demander à Mera quel est son prénom, alors que bon, on les avait déjà vus papoter ensemble dans Justice League, et on pouvait donc imaginer qu'ils se connaissaient bien. On dirait qu'on est en train de balayer le massacre total qu'était ce film, pour nous le faire oublier. Niveau cohérence, j'ai pas l'impression qu'on soit au top, mais ça renforce oui cette idée que Warner et DC ont peut-être décidé de faire en sorte que leur film puisse être indépendant de ce World of DC. On va forcément parler des personnages, et oui c'est pas une surprise parce que dans Justice League c'était déjà pas mal, mais Jason Momoa a la gueule de l'emploi pour ce rôle. Il est très crédible, charismatique et dégage vraiment beaucoup de puissance. De toute façon, vu le corps qu'il se trimballe, c'est pas étonnant, même s'il est un peu neuneux parfois. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais le mec a l'air vraiment de kiffer le fait d'être Aquaman et d'avoir participé au film. Ça a l'air d'être le cas de beaucoup de personnes qui sont sur le projet, mais voir un acteur prendre autant de plaisir à propos de ce rôle iconique, c'est génial. Et oui, la comparaison avec Thor Ragnarok peut clairement se faire. Captain Popcorn avait lancé une vidéo sur le sujet il y a quelques semaines, et c'est vrai qu'on peut y voir quelques similitudes. Avec ce personnage un peu blagueur et son côté je m'en foutiste et un peu bête. D'ailleurs, dans le film, on a quelques touches d'humour qui marchent plutôt bien, mais bon, globalement, on est plutôt dans un ton assez mature. En fait, un peu comme Wonder Woman. On a aussi toutes ces histoires qui vont entourer l'héritage du royaume comme Thor et Loki. Ça fait un peu Black Panther aussi. Et au niveau des sonorités, on y reviendra plus tard, mais la BO peut aussi faire penser à Thor Ragnarok. Patrick Wilson pour jouer le méchant est plutôt convaincant. En soi, au départ, ses ambitions ont l'air un petit peu bateau et déjà vu, mais en creusant un peu, pourquoi pas, et en plus, ça délivre des messages sur l'écologie. Le méchant dans un film de super-héros, c'est toujours important,
et bon, il est pas exceptionnel, mais ça fonctionne bien. Le personnage de Willem Dafoe qui a un vrai second rôle et qui est en quelque sorte la personne qui a entraîné Arthur durant son adolescence, il est plutôt cool aussi. J'étais un petit peu passé à côté durant les bandes annonces et je pensais pas qu'il aurait autant de temps à l'écran. On va avoir pas mal de fois avec ce personnage des flashbacks qui vont nous ramener à l'adolescence d'Arthur pour voir son entraînement avec lui. Et je suis toujours assez chiant avec les flashbacks parce que ça fait partie des choses qui peuvent te couper dans le film, te couper dans le déroulement de l'avancée de l'histoire. D'ailleurs, l'une des meilleures origin story qui gère parfaitement ces flashbacks, c'est Batman Begins. Pour Aquaman, c'est cool aussi. On ne sort pas du délire et en plus de ça, ça nous offre quelques séquences plutôt agréables visuellement. Pour parler d'Amber, j'ai peu d'objectivité, elle est magnifique. Faut vraiment que je me trouve une rousse. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, c'est un film d'aventure. L'introduction est très bonne, elle met bien en place les personnages et leurs relations. On parle des parents d'Arthur et de sa naissance. Et on y reviendra dans la partie spoiler, mais cette bonne introduction va aider pas mal de scènes par la suite à devenir touchantes. On a aussi des scènes assez inattendues et je pense à tout ce passage qui va se dérouler en Sicile. On pouvait s'attendre à un film quasiment entièrement sous l'eau, mais non, ce n'est pas le cas. On va vraiment suivre ce métrage comme une quête et Aquaman doit aller chercher son trident. Ça fait limite Seigneur des Anneaux avec Arthur et Mera que l'on va suivre dans pas mal d'endroits et qui vont tomber sur pas mal de créatures. Il y a une superbe scène à un moment où on va avoir pas mal de bêtes étranges qui vont débarquer sur un bateau. Il va y avoir beaucoup de tension, de noirceur et on va voir ce plan qui est magnifique où on a Arthur et Mera qui vont plonger en ligne droite avec une fusée de détresse, un feu de détresse, avec toutes ces créatures autour qui vont essayer de les suivre et de s'approcher. Il y a pas mal de tension et on va découvrir pas mal de choses, que ce soit en termes de créatures ou d'endroits. C'est d'ailleurs un petit reproche que je pourrais faire au film. Il est très généreux, peut-être trop. Ça va avec ce côté aventure, mais on a beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Il y a des endroits où on va passer quelques minutes, puis on va repartir très vite. Du coup, il va y avoir peu de choses marquantes. Je vais encore prendre l'exemple de Wonder Woman. Le film est grosso modo divisé en quoi 4-5 grosses parties. L'intro sur l'île de Themyscira, son arrivée dans notre monde, le No Man's Land et l'acte final par exemple. Et le fait de voir moins de choses mais d'y passer un peu plus de temps va rendre ces séquences plus travaillées et plus marquantes. L'intro sur Themyscira et le No Man's Land, personnellement, ça m'a marqué. Et là, dans Aquaman, le fait d'aller à chaque fois de droite à gauche, c'est pas forcément le cas. En gros, on s'éparpille beaucoup. J'aurais plutôt souhaité que le métrage se pose bien plus. Comme le moment où Arthur arrive à Atlantis. J'aurais souhaité qu'on soit un peu plus dans la contemplation parce que déjà, j'adore les univers sous-marins. BioShock, c'est magnifique et j'ai hâte de voir la suite d'Avatar qui devrait se dérouler sous l'eau. C'est cool en plus parce qu'on va pouvoir comparer. Mais donc ouais, à certains moments, j'aurais préféré que le film se pose un peu plus. Il y a beaucoup d'action. On retrouve en plus à chaque fois le même schéma qui va se répéter en boucle. Ça va à tel endroit, puis ça se met à papoter avec quelqu'un, puis on va avoir un gros boom en hors-champ. Le gros boom, c'est une explosion et donc il y a des méchants qui vont arriver. On part sur une scène d'action, puis ensuite on s'en va et on retourne papoter un peu. Il y a une explosion, il y a des méchants qui débarquent, etc. On va maintenant passer à la technique et à la patte James Wan. Alors déjà oui, on sent que c'est du James Wan et notamment durant les phases de combat à main nue. On va beaucoup retrouver de Fast and Furious 7, notamment dans la réalisation des scènes de combat avec de beaux mouvements de caméra lors des plus gros coups. Même si parfois, pas forcément durant les phases de combat, mais ça fait un peu forceur sur les bords. En fait voilà, c'est vraiment ça, il y a des moments où on atteint vraiment un level Fast and Furious 7 ou 8. Par exemple, ce petit regard bien vénère que va nous faire Vin Diesel en se tournant, et on va le retrouver plusieurs fois dans Aquaman. L'introduction d'Aquaman, l'introduction du méchant qui deviendra Black Manta, tous ces jeux de regard, tous ces ralentis aussi qu'on va avoir durant les scènes d'action. Je sais pas si ça fait désormais partie du cinéma de James Wan, mais bon, ça fait un peu ridicule. Vous avez toujours des gens qui se mettent à se marrer dans la salle alors que bon, c'est pas forcément le but. On retrouve aussi beaucoup de Snyder dans le film et certaines séquences vous feront notamment penser à Man of Steel et BVS. On a aussi quelques scènes de combat en plan séquence avec la caméra qui va partir dans tous les sens. Ça fait un peu too much à certains moments et on ressent ce côté numérique. Encore une référence, mais qui m'ont rappelé le Roi Arthur sorti l'année dernière. Sinon, à part ça, on a pas mal de choses très sympas, notamment dans les raccords qu'on va avoir entre deux plans, qui sont deux plans différents, mais au montage, on va faire quelque chose d'assez bien foutu. Exemple, vers le début du film, on va avoir un moment où la caméra va plonger, elle va plonger dans la mer. Elle avance dans l'eau, et puis au loin, on va commencer à voir des enfants derrière une vitre. Et à ce moment-là, on est passé de être dans la mer à être dans un aquarium, et tout ça sans cut. On a aussi de super plans dans un désert où l'on voit Aquaman et Mera marcher sur des dunes de sable. Et promis, j'espère que c'est la dernière fois que je raconte ma vie, mais qui font forcément penser à Uncharted 3. J'arrête avec les références pour cette vidéo, c'est promis. Comme je l'ai déjà dit un petit peu tout à l'heure, on va retrouver pas mal d'inspiration musicale du côté de chez Thor Ragnarok. Décidément, j'y arrive pas. Donc oui, on va retrouver pas mal de sonorités des années 80 qui passent très bien. La BO est plutôt bonne et à vrai dire, musicalement parlant, le moment qui va être le plus gênant, c'est quand on va entendre la musique qu'a faite Pitbull pour le film. Parce que oui,
oui, visiblement Pitbull est encore en vie, nous avons aussi un travail permanent qui a été effectué pour nous faire ressentir le fait que nous sommes sous l'eau. D'ailleurs, pour revenir plus précisément sur certains effets spéciaux, on va maintenant accueillir Hardisk, enfin. Oui, bonsoir. Tu peux venir, allez, Bonsoir installe-toi à tous, dans mon c'est palace. incroyable d'être ici ce soir, évidemment, avec vous. On est Al. Bonsoir à tous. Là, il y a un thème vachement plus sérieux sur ma vidéo que sur ma Ouais, chaîne que la tienne, tu Ouais. vois. Ah, tu sais, gars. C'est Jérôme. On parle Aquaman. Oui. Tu veux parler de quoi? Bah écoute, toi tu as déjà vu le film, moi je vais le voir, à l'heure Oui. où on tourne en tout cas, parce que j'ai pas pu le voir en avant-première, mais c'est un film qui est sous l'eau, donc un film qui est sous l'eau, ça demande un travail qui est très spécifique, et il y a des problèmes qu'on n'a pas sur la Terre, notamment toute la physique ne marche pas pareil, la réaction des vêtements, la réaction des cheveux, enfin c'est tout un bordel. Vous le verrez dans le film, mais il y a un gros travail sur les cheveux qui sont tout le temps en lévitation en quelque sorte, donc vous le Ils verrez sont dans obligés. le film. Oui, Ouais. bah oui, pour que ça Ouais. soit crédible. C'est ça, ils sont obligés. Ce qui est sûr, c'est quand vous voyez un personnage qui est sous l'eau, où il a été tourné en piscine, littéralement, ça se fait beaucoup à Hollywood, mais quand il est tourné en piscine, il y a peu d'options pour ajouter du décor, parce qu'on peut pas faire de fond vert ou de fond bleu dans une piscine. Et sinon, quand c'est tourné en plateau, parfois ils vont tourner un peu en slow motion, et ils vont jouer avec le temps comme ça, comme je disais dans ma vidéo, qui va permettre en fait de jouer avec le fait d'être sous l'eau, d'avoir des mouvements un peu ralentis, d'avoir des coups de poing, des trucs comme ça. Donc il y a plein de techniques comme ça, il y a une vidéo de Amy LTR, dont on a parlé dans ma vidéo aussi, qui montre un petit peu certains trucs qui ont été construits spécialement pour le film. Mais ouais, ça demande pas mal de challenge de tourner sous l'eau comme ça. On voit aussi que le long métrage a été massivement tourné sur des fonds verts et en l'occurrence des fonds bleus. Je vais vous mettre des images de making of en même temps. Il y a un moment où on a un décor réel que t'as pu voir dans un making of. Ouais, c'est la Sicile, c'est ça? Il y a la Sicile mais aussi un décor réel sous l'eau. Ah oui, c'est vrai. Bah, en gros, très souvent, quand ils vont construire un décor, les 3/4 du temps, c'est pour l'améliorer en post-prod. Donc que ce soit la Sicile, où tu vois, ils vont changer le ciel et changer le décor environnant sur les plans qui sont pris d'un peu plus haut, ou ce décor dans la bulle, sous l'eau, qui est un décor réel, du coup, qui a vraiment été tourné, et où ils vont mettre un fond bleu pour rajouter la bulle et rajouter l'environnement qui est derrière. D'ailleurs, ça a dû être très chiant, parce que j'ai vu quelques petites images de making-of qui sont sorties. Il y a énormément d'eau qui a été tournée réellement, que ce soit des trucs qui partent un peu, qui pètent, des petits coups de flotte et tout. Et de la flotte plus du fond bleu à supprimer, ça a dû être un enfer sur Terre. Ouais. Absolu, mais je pense qu'il y a eu énormément de détourage manuel, et énormément de juniors et de stagiaires. En ayant vu le film, c'est plutôt bien fait. J'en ai parlé aussi un petit peu avant, mais de ces fameux raccords que vous allez avoir entre deux plans. Ouais. Et il y a un autre plan qu'on voit dans la bande-annonce que t'as pu remarquer, qui concerne c'est l'espèce de petite boule de Noël avec le Je phare. vois lequel. Ouais. Bah, ce genre de truc, quand tu fais des transitions invisibles, ou tu travailles avec du matériel qui est réel, donc avec deux vrais plans que tu dois raccorder, et là c'est un petit peu chiant, il faut être un petit peu précis, ou alors t'as beaucoup d'argent, et tu fais tout en CGI, donc tout en 3D, et sur ce plan de la boule par exemple, c'est spécifiquement fait en 3D. Quand t'es en 3D, tu peux mettre une caméra virtuelle, la faire passer comme tu veux, et du coup faire ta transition stylée sans avoir les contraintes du monde réel, de devoir filmer un truc au millimètre près, et de devoir le raccorder au montage pour que ça matche. Moi vraiment ce qui m'a impressionné dans les images de making of qu'on a regardé, c'est les images d'Amy, quand on peut voir la façon avec laquelle ils ont tourné les scènes de nage rapide, on va dire ça comme ça. Et même ce que tu me disais, le fait de devoir enlever le comment on appelle ça, Le rig. de le voir, Ouais, devoir enlever le rig parce qu'en fait elle est tenue, les acteurs sont tenus dans une espèce de machine où ils peuvent en fait s'allonger complètement et faire semblant de nager. Devoir supprimer au montage en fait cette machine dans laquelle ils sont, ça a dû être extrêmement relou parce qu'ils ont une ceinture qui les retient, Ouais. donc il faut recréer toute cette zone là. ça plus les gouttes, enfin le fond bleu à modifier avec les gouttes d'eau partout devant, enfin je pense que Ouais, au ouais. montage ça a dû être un petit peu relou. Mais ça rend un film comme Aquaman spécialement chiant par rapport à d'autres blockbusters parce que cette contrainte de la flotte en fait elle change tout. Du coup je te remercie Mais d'être écoute, de rien, passé. mais c'est un plaisir. C'est un petit passage, donc comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a une vidéo complémentaire qui sort sur la chaîne d'Hardisk, on va parler un petit peu plus des effets spéciaux, donc n'hésitez pas à aller voir ça, et du coup je te remercie, et Mais avec peut-être à plaisir, bientôt. tout à fait. Un grand bisou. Bisous à Hardisk, à plus. Passons désormais à la partie spoiler. Ah, ça fait du bien de reprendre ses marques. Comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas encore vu le film, timecode à l'écran et je vous invite à nous rejoindre juste après. Alors comme d'habitude, on va parler de quelques trucs en mode bullet point, sauf que cette fois-ci, ce ne sera pas que du négatif. Alors déjà, première chose, on en a déjà parlé, mais comme on va beaucoup bouger dans le film, on va avoir des beaux petits raccourcis scénaristiques. Ils tombent toujours bien au bon moment. Exemple, si on reprend le passage sur les dunes de sable, Arthur et Mera vont se faire bouffer par les sables mouvants. Et quelques petites secondes ensuite, ils vont se retrouver pile au bon endroit où il fallait se rendre dans leur quête. Le combat entre Arthur et son frère qui est plutôt en début de film, bon déjà là, on peut le comparer à Superman et Zod, sauf que dans Man of Steel, on pouvait différencier les deux personnages grâce à la couleur de leur tenue. Et je suis encore en train de parler d'une autre
autre œuvre. Bref, tout ça pour dire que dans Aquaman, on ne différencie pas les deux personnages et le combat devient très vite brouillon. Alors la suite, oui, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'à un moment, on ne savait plus quoi faire du personnage de Willem Dafoe. En gros, on a Orm qui savait que c'était un traître, mais il a décidé de le garder à ses côtés avec lui pendant tout ce temps et je sais pas pourquoi. Puis d'un coup, il s'est dit, bah tiens, aujourd'hui j'ai envie de le faire chier, on va le foutre en prison. Donc ouais, je pense qu'ils savaient plus trop quoi faire avec Willem Dafoe, qu'ils avaient déjà raconté pas mal de choses, et ils ont trouvé quelque chose pour l'écarter de la trame principale, tout en essayant que ce soit logique. Mais bon, c'est quand même un peu chelou et facile. Et j'ai beaucoup aimé deux choses. Déjà de 1, comment Aquaman récupère son trident. J'ai cru que ça allait partir dans un énième combat, et au final, ils ont rendu ça un petit peu plus poétique, et donc c'était plus intéressant. Et j'ai beaucoup aimé aussi les relations entre Arthur, son père, et sa mère. Et je trouve vraiment que les retrouvailles entre Arthur et sa mère, et les retrouvailles entre ses parents en fin de film fonctionnent. Elles sont quand même touchantes et ouais, c'est un peu bizarre d'entendre ça à propos de ce genre de film. Mais oui, pourquoi est-ce qu'elles le sont? Grâce à l'introduction encore une fois qui est très bonne et permet de créer d'entrée une attache avec cette famille. Et pour finir, je voulais faire un petit retour sur le marketing et la communication qui a entouré le film parce que Warner visiblement s'est un petit peu chié dessus et a fait quelque chose que l'on voit rarement. Il y a quelques mois et au vu des premières bandes annonces, Aquaman avait du mal à générer énormément d'intérêt. Bien sûr qu'il y avait de l'intérêt mais pas assez pour relancer cet univers, répondre aux attentes de Warner et en plus de ça les premiers trailers étaient pas ouf. Et donc lors de ces derniers mois, Warner a lâché un trailer de plus de 5 minutes et 5 minutes c'est long. Et pourquoi? Parce que Warner a senti qu'il fallait en montrer bien plus pour générer de la hype autour du film. Du coup oui, en 5 minutes, ils ont eu le temps de lâcher un max d'images. Commercialement oui, c'est pas con parce que le trailer a dû relancer pas mal d'intérêt chez beaucoup de personnes, mais bon d'un point de vue artistique c'est toujours pareil, on en voit beaucoup trop. Ça sortait pas de ce trailer de 5 minutes, mais j'aurais tellement joui si j'avais découvert son costume et cette scène en direct au cinéma. Jason Momoa dans ce costume, c'est oui. Donc voilà, Aquaman c'est pas un film extraordinaire non plus, mais c'est un film qui est fait avec de bonnes intentions et qui est généreux. On pourra lui reprocher sa surenchère de CGI à certains moments, et vraiment, à quelques moments, et au vu des bandes annonces, je m'attendais à pire. Ces quelques facilités scénaristiques, son début qui est un petit peu chiant, et je parle pas de l'introduction qui est bonne, mais je parle des dizaines de minutes qui vont suivre où j'étais pas forcément impliqué. C'est aussi un film qui va un petit peu manquer de personnalité, qui va être mi-sérieux, mi-drôle, où l'on va entendre des sonorités des années 80 et aussi du Pitbull. Mais vraiment là, si vous aimez les films de super-héros Marvel DC Comics, je ne peux que vous pousser à aller le voir et à vous faire votre propre avis. C'est la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de la liker avant de partir. Et pour les nouveaux, comme dirait Hardisk, n'oubliez pas de vous abonner et la petite cloche. Au passage, je fais un petit coucou aux collaborateurs David Filmtalker et Critique Masqué avec qui j'ai vu le film. C'était un peu long mais je les ai enfin rencontrés. Et on devrait nous se retrouver en début de semaine prochaine pour encore une fois parler super-héros de Marvel et de DC Comics. Donc on va se retrouver encore une fois bientôt, à très vite.